Il y a plus d'un an maintenant, je publiais la première partie de cette petite série dédiée aux chars de combat principaux ukrainiens. Le fait est qu'un an plus tard, eh bien les choses ne se sont pas forcément arrangées. Si le plot dont je parlais l'année dernière a effectivement été construit à temps, il s'agit sans hésitation du seul char produit à partir de rien en Ukraine cette année-là. Effectivement, le parc blindé ukrainien n'est représenté presque en totalité que par des T-64 modernisés à répétition. Pour tout vous dire, la dernière modernisation du T-64, à l'heure où j'écris cette vidéo, n'a même pas un mois. Avant de rentrer dans tous ces détails, il est nécessaire de se rappeler l'histoire du T-64, de façon brève et dans les grandes lignes, puisque le char a une histoire tellement fournie qu'il mériterait plusieurs vidéos. Nous sommes en 1945. La première version du T-54 apparaît. S'il sera relativement modifié durant les années suivantes, le potentiel d'amélioration du véhicule était, pour les années 50, moindre, et il fallait d'abord songer à son remplaçant. Le travail débuta au bureau de conception d'Uralvagonzavod, supervisé par Alexandre Morozov en personne. Il ne resta que très peu de temps à Nijni Tagil, puisque dès 1951, suite à certains conflits avec d'autres personnes, il retourna à Kharkov. Il laissa derrière lui l'OKB 520, le bureau de conception qui avait été évacué de Kharkov à Tagil durant la guerre pour prendre les rênes du KHKBM, le bureau d'études d'ingénierie mécanique de Kharkov, qui prendra le nom de KB60. Les projets qui avaient été entrepris à Tagil déboucheront sur l'objet 140 que l'on connaît bien, repris par le très célèbre Leonid Kartsev. Quant à Morozov, eh bien il cogita plusieurs années. En 1953, il nomma son projet T-64, duquel naîtront deux versions du véhicule. Une version tout à fait classique, et qui sera choisie, ainsi qu'une version plus similaire à l'objet 416, dont le développement venait d'être achevé. C'est alors que le projet fut nommé objet 430, et le GBTU était formel, tous les projets répondaient aux exigences, mais le 430 avait un certain avantage. Il ne restait dans la course plus que deux véhicules, le 140 de Kartsev et le 430 de Morozov. L'objet 907 de Leningrad, dont la conception reprenait celle du T-22 Sredny de la fin des années 40, ayant été peut-être un peu en avance sur son temps. Les ordres donnés à chaque usine en 1955 furent de construire deux prototypes roulants, un véhicule pour les essais balistiques, puis deux autres prototypes pour les essais d'état, la date butoir étant fin 1957. Une maquette sera construite en 1956, et l'année suivante, un premier prototype sera terminé en juillet et l'autre en décembre, sous le nom respectif d'objet 430-1Z et d'objet 430-2Z. Z pour Zavod, usine. Fin 1959, après les essais des 430Z, la production de trois modèles destinés aux essais d'état fut approuvée, dont la désignation serait objet 430-1P, 430-2P et 430-3P. P pour polygone, le terrain d'essai. Les chars parcoururent en 1960 des milliers de kilomètres, de Kharkov au Turkménistan, et tirèrent des centaines d'obus. Globalement, les résultats étaient assez positifs, mais il se posa déjà la question du blindage et de l'armement. Effectivement, ils étaient assez similaires au T-54, et voilà que Tagil revenait à la charge, qui, après avoir abonné le 140, était en train de développer l'objet 165 et 166, ce dernier étant armé d'un canon de 115 mm, qui mettait évidemment à mal l'existence même du 430. Malgré la modernisation du 430-2P et 430-3P en 430M1 et 430M2. Durant les essais comparatifs entre 430 et 140, ce dernier s'était révélé inférieur au 430, mais la conclusion finale reste assez intéressante. Malgré la supériorité de l'objet 430, le char n'était pas considérablement supérieur au T-54. Dans ce contexte, une réunion fut organisée à l'usine de Kharkov. Il en ressortit qu'il était nécessaire de développer un nouveau char armé du canon de 115 mm et suffisamment protégé contre les armes à énergie chimique. Le GBTU envoya donc une lettre au comité d'État pour la défense concernant le développement d'un nouveau char à l'usine de Kharkov. Sans attendre sa réponse, les ingénieurs se mirent directement au travail sur le char qui recevra l'index 432. Le travail sera terminé très rapidement, puisque 3 exemplaires de l'objet 432 seront déjà assemblés fin 63, effectivement 2 ans après l'annulation du projet 430. Si on peut s'attendre à un travail peut-être relativement bâclé, eh bien c'était loin d'être le cas. Le 432 représentait effectivement la révolution que n'a pas pu être le 430. Armé du fameux canon de 115 mm avec un système de chargement automatique, il était aussi le premier char soviétique produit avec du blindage composite. Ce dernier, fait d'acier et de textolite, semble finalement très archaïque, mais la protection offerte contre la menace que présentaient les munitions à énergie chimique était inégalée pour un char de 36 tonnes. La production débuta à son rythme, avec 10 exemplaires supplémentaires produits au 1er mars 64, après quoi certains véhicules seront testés. Les résultats, pour être franc, n'étaient pas très bons.
La motorisation était autant un point faible qu'un point fort du char, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Si le 5 TDF, couplé au BKP, ces systèmes servant pour la faire courte de bois de vitesse, était incroyablement compact, le moteur avait les problèmes normaux d'un vieux moteur de temps à piston opposé. Il est sous perfusion d'huile, demande un refroidissement intense, et par extension une maintenance conséquente, etc., etc. Généralement, ce n'est pas un moteur que l'on privilégierait sur un char, surtout quand on possède beaucoup de moteurs en V à côté, et le contraire mènerait, dirons-nous, à des situations fâcheuses où il est possible, juste par exemple, que 12% de la flotte de moteurs soit défectueuse en 1969. Mais je dis ça juste comme ça. Blague à part, les premières années du 5 TDF étaient assez désastreuses, et même si la situation s'est un peu arrangée par la suite, eh bien il y a eu d'autres chars et d'autres moteurs plus fiables conçus en URSS entre temps, comme par exemple le T72, à tout hasard. Hormis ces problèmes de fiabilité, le moteur avait aussi des problèmes de performance, mais nous verrons aussi cela plus tard. Ces problèmes firent que l'objet 432 n'allait pas être accepté en service, ce qui posait un certain problème puisque l'usine de Kharkov était en train de les produire par centaines. La solution trouvée fut tout simplement de sauver les meubles. De nouvelles pièces allaient être produites pour le 432, puisque le char changea considérablement entre les modèles de pré-production et les modèles de fin de série. Suite aux corrections des défauts, l'objet 432 repassa les essais d'état en 1966. Cette fois était la bonne. Le char fut jugé acceptable et entra en service sous le nom de T64 le 30 décembre 1966. Le T64 changea encore de forme durant ses 2 prochaines années de production. Par exemple, les joues du blindage frontal seront tout simplement supprimées. Il est aussi intéressant de noter que le travail sur son successeur avait été démarré en 1962, 4 ans avant que le T64 entre en service. Effectivement, l'idée d'installer un canon de plus gros calibre sur le T62 et l'objet 432 n'était pas nouvelle, mais elle a mis un certain temps à se concrétiser. Une maquette de l'objet 434, dont le changement principal était le remplacement du 115 mm par le canon 2 à 26 225 mm, a été construite en 1964. Le premier prototype fut assemblé en juillet 1965 et sera suivi de plusieurs exemplaires les années qui suivirent. Au final, le char sera accepté en service le 20 mai 1968 en tant que T64A. Il connaîtra toute une batterie de modernisations au fil de sa vie, dont les plus notables seront l'installation d'une mitrailleuse téléopérée en 1972 ou encore l'adoption en service d'une tourelle avec des boules en corindron en 1973, afin de remplacer les anciennes tourelles en acier. Mais arrêtons-nous quelque temps sur celle-là. L'idée d'utiliser de tels matériaux pour blinder un char n'est pas nouvelle, et remonte même aux années 50, ayant notamment été expérimentée par le Vnissan. Si les châssis de ces chars utilisaient de l'acier et de la textolite, les tourelles n'étaient quant à elles qu'en acier et en aluminium. Plusieurs essais ont été faits sur des tourelles avec plusieurs configurations différentes, des tourelles en acier avec des plaques d'acier à haute dureté, ou bien des tourelles en acier avec des boules en céramique. Maintenant que l'on sait que les tourelles avec des boules en céramique ont été acceptées en service, eh bien, laissez-moi vous dire qu'elles n'étaient pas meilleures que les autres. Selon une lettre de Morozov, lors d'essais en 1967, consistant à tirer sur des tourelles à boules, plus de 100 obus n'auraient pas pénétré et même plus. Il y avait de la marge par rapport au cahier des charges. Ces conclusions posèrent problème. Effectivement, le T64A devait être produit dans plusieurs usines, à Tagil, à Omsk, à Leningrad, partout. Cependant, le Vnissan, derrière les tourelles à boules, critiquait la solution du Vnistali, qui était simplement d'insérer des plaques d'acier dans la composition des tourelles. Une lettre envoyée par le directeur de Vnistali vint mettre à mal les conclusions de Kharkov de 1967. Par exemple, sur 7 obus perforants en carbure de tungstène tirés par le canon D10 à environ 1400 mètres secondes sur un arc de 35 degrés, 7 ont pénétré. Ces résultats ne prouvèrent non pas la résistance de la tourelle face aux obus à énergie chimique, mais bien sa faiblesse structurelle aux obus perforants. On pense particulièrement aux APDS du canon de 105 mm L7, contre lesquels la tourelle à boule présentait une protection inexistante. Mais l'histoire n'est pas finie, et les échanges de lettres non plus, puisque Morozov continuait à recevoir des lettres concernant les bons résultats de la tourelle à boule. Effectivement, le Vnissan répondit aux Vnistali en leur disant grossièrement que tout ce qu'il racontait était faux. Au final, les soviétiques décidèrent de prendre le chemin des tourelles à boules en céramique, non pas sans favoritisme pour l'usine de Kharkov, mais les autres usines n'adoptèrent jamais ce type de blindage pour leurs chars, car, entre autres, cela demande beaucoup de ressources à produire, et surtout, la protection offerte par les tourelles n'est pas suffisante. Évidemment, maintenant que nous connaissons tous les résultats et conclusions de ces expériences 50 ans plus tard, on peut sans problème affirmer que les tourelles à boules sont moins efficaces que les autres, notamment celles faites simplement d'acier et de plaques d'acier. Surtout à une époque où commençaient à se démocratiser à l'ouest les projectiles perforants sous-calibrés. La dernière modernisation soviétique majeure du T-64 débuta à l'aube des années 70, sous la désignation T-64A-2M, et dont le développement commença en 1973. Le projet consistait en une revalorisation du T-64A, par l'amélioration de la puissance, de la mobilité, etc.
Par exemple, le char devait être équipé d'un système de guidage de missiles anti-char, accompagné évidemment d'une nouvelle conduite de tir, ainsi que du moteur 6TD, un 5TD avec un cylindre supplémentaire. Si ce dernier ne sera pas conservé, le projet refera surface quelques années plus tard. Finalement, ce char qui ne changeait en apparence pas beaucoup du T-64A fut rapidement produit et accepté en service le 3 septembre 1976. Il est intéressant de noter que, malgré la production assez importante du T-64B, il ne remplaça jamais vraiment les T-64A du GSVG, le groupe des forces soviétiques en Allemagne. Effectivement, les T-64A n'arrivent dans les unités stationnées en Allemagne qu'à l'été 1976, et le T-64 en général ne remplaça entièrement le T-62 qu'au début des années 80. Le T-64B, quant à lui, n'arriva aussi qu'en 1982. J'aimerais aussi noter quelque chose sur l'utilisation des T-64 au GSVG. Le char était utilisé par toutes les divisions, qu'elles soient motorisées ou blindées, sans distinction de statut. Son attribution n'était due qu'à la capacité de production limitée de Kharkov, et pas à une supposée réservation pour les unités d'élite, comme celle de la garde. Le T-64 eut des résultats assez comiques en Allemagne, puisque seulement quelques années après son arrivée, il y a eu une série de pannes assez conséquentes suivant un exercice, là encore prouvant la fiabilité douteuse du véhicule, en dépit des dires de Kharkov. Les choses n'étaient pas arrangées par le fait que l'entraînement à l'utilisation des missiles et les missiles eux-mêmes étaient rarissimes, niant là l'une des caractéristiques propres au T-64B et au T-80B, qui arriva dans les rangs du GSVG en 1983. Finalement, les forces soviétiques en Allemagne atteinrent leur apogée vers la fin 80, très en retard sur les plans initiaux qui voulaient un rééquipement total dès le début de la décennie. Malheureusement, ou heureusement, certains événements en Allemagne menèrent les forces soviétiques à devoir quitter le sol allemand avant 1994. Le retrait des forces russes s'achevant effectivement en août de cette année, et avec elle, le T-64. Les années 80 marquent aussi deux programmes importants pour le T-64. Le premier, l'OKR Contact 1, dont le travail déboucha en 1984 sur la création du blindage réactif Contact 1, permit aux chars soviétiques de compenser les manques au niveau du blindage composite face aux projectiles à énergie chimique. L'OKR Otragénier, au début des années 80, devait quant à lui compenser les manques face aux projectiles à énergie cinétique, dont la fameuse APF-SDS M111, en rajoutant une plaque de surblindage appliquée sur la partie frontale du châssis. Malgré toutes ces améliorations, le blindage du T-64 restait ce qu'il était, c'est-à-dire une configuration de blindage composite datant des années 60, ses confrères ayant eux eu droit à des améliorations à ce niveau-là. Le blindage de caisse était en deçà de ce qui se faisait à l'époque, et celui de tourelle était une incitation à perdre son toit. Mais là où le bas blesse vraiment, c'est que la motorisation et les suspensions du char ne furent pas améliorées, malgré un poids de plus en plus conséquent, dépassant les 40 tonnes. La production du T-64 prit donc fin en 1987, plus de 20 ans après son arrivée sur les chaînes de production. Évidemment, 20 ans de production, ça fait beaucoup de chars, et suivant la chute du bloc soviétique, l'Ukraine indépendante se retrouva avec plusieurs milliers de T-64 sur les bras. Là où la Russie mit en sommeil ses T-64, avant de les ferrailler ou de les laisser pourrir, l'Ukraine décida de les moderniser avec un budget, dirons-nous, réduit. L'usine de Kharkov, alors nommée Malichev, développa plusieurs projets de modernisation, mais elle s'axait tout autour d'un seul but assez simple, améliorer toutes les caractéristiques de combat du T-64. Deux grands projets furent proposés. Le premier, indexé objet 447 AM1, aussi connu sous le nom de T-64U, était somme toute assez avancé compte tenu du budget ukrainien. Le T-64U devait recevoir la même conduite de tir que le T-80UD, de nouvelles optiques, un nouveau système de chargement automatique et le système de guidage réflexe. Le deuxième char, l'objet 447 AM2, aussi connu sous le nom de T-64 BM2, était peut-être un peu moins avancé, mais conservait aussi le système de guidage réflexe et de nouvelles optiques. Plusieurs T-64 BM2 furent construits, mais le choix de l'Ukraine se porta sur un meilleur véhicule. Finalement, ni l'un ni l'autre ne sera choisi, y apparaîtra un modèle nommé BM Bulat. Le char reprenait les améliorations de conduite de tir, et les combine avec des parties purement, même si l'on verra que non, ukrainiennes, comme le canon, le missile anti-char, ou même le blindage réactif. Par rapport à ce dernier, le Noj, j'en ai déjà parlé dans le premier épisode sur l'Ukraine, et dont l'efficacité est à relativiser. J'aimerais aborder deux problèmes avec le Bulat, ou plutôt un problème et un scandale. Le premier touche au groupe motopropulseur du char. Je sais, la moitié de ces vidéos parlent de moteur, mais vraiment c'est nécessaire. Fait notable, le Bulat utilise un moteur de 850 chevaux, le 5TDFM, plus puissant que le 5TDF de 700 chevaux des autres T-64. Mais j'aimerais aborder le principe de perte de puissance d'un moteur. Déjà, que l'on soit clair, la puissance donnée des moteurs soviétiques laisse sans filtre à air. Avec un filtre à air, vous avez une perte de puissance, plus ou moins importante, mais là n'est pas le problème.
Il y a aussi, si on peut le dire ainsi, deux grands types de pertes de puissance. Les pertes au refroidissement et les pertes à la transmission. Les chars soviétiques étant conçus comme ils le sont, les pertes à la transmission sont faibles, limitées à environ 70 chevaux. La perte au refroidissement, elle, est plus importante, surtout dans le cas du 5 TDFM qui, de par sa conception, demande un refroidissement conséquent. Couplé aux divers besoins en puissance du véhicule, vous arrivez à un char de 45 tonnes qui a au mieux 500 chevaux disponibles pour le propulser. Pour vous donner un ordre d'idée, puisqu'évidemment ça ne sert à rien de dire ça sans comparer, le T72A, avec son moteur de 780 chevaux, n'en perd que 160 pour atteindre 620 chevaux en sortie, pour un char qui fait plusieurs tonnes de moins. Évidemment, ces pertes peuvent être aussi affectées par le carburant et d'autres facteurs, mais ceux-là restent les plus importants. Si ce problème semble être critique pour le Bulat, eh bien il est sûrement moins que celui des suspensions. Là encore, elles n'ont absolument pas été conçues pour un char de 45 tonnes, et ont même desservi le char durant la guerre dans le Donbass, puisque le Bulat connaîtra des pertes assez importantes. Maintenant, le scandale dont j'aimerais parler est celui des canons, et qui démontre bien à mon sens dans quel état se trouve l'industrie ukrainienne. Le canon KBA-3 est construit depuis la fin des années 90, afin de remplacer le canon 2A46M, et surtout pour ne plus avoir à se reposer sur la Russie, avec qui l'Ukraine était déjà en compétition sur certains fronts. Eh bien, pour le dire rapidement, des employés du KBAO, le bureau d'études d'artillerie, ont détourné l'équivalent de plusieurs centaines de milliers d'euros de l'usine de Malichev pour leur fournir des vieux canons soviétiques 2A46M à la place du KBA-3, qui, on le rappelle, est censé être son remplaçant ukrainien. Se rendant compte qu'il n'était pas capable de produire ces canons, le KBAO passa un contrat avec une usine de Kiev pour leur fournir des canons soviétiques, qu'ils ont ensuite revendus à un prix plus élevé que ce que vaudrait un vieux 2A46M. Ils posèrent aussi de fausses signatures sur les documents, constatant que les canons KBA-3 avaient été produits. On peut se dire que ce n'est qu'une anecdote, mais si quelque chose du genre s'est produit en 2015, 15 ans après le début de la production du canon, alors qu'en est-il vraiment de la production du KBA-3? L'armée ukrainienne équipe-t-elle vraiment ces nouveaux canons, ou est-ce des 2A46M? Malheureusement, suite à la crise de 2008, l'Ukraine se retrouva avec encore moins de budget qu'avant, et orienta principalement son industrie dans l'espoir d'obtenir des contrats à l'étranger, sans succès retentissant. Les souhaits de porter la flotte entière de T-64 au standard T-64BM ont été anéantis par les problèmes du véhicule, et les Ukrainiens décidèrent de revoir leur copie, en faisant marche arrière en quelque sorte. Le résultat de ces efforts fut premièrement le T-64E, dont le but était d'offrir une modernisation suffisamment modulable pour attirer l'attention de pays avec des budgets différents. Ainsi, le char était proposé avec un armement secondaire constitué de deux canons de 23 mm, pouvant être remplacés par une mitrailleuse de 12-7 téléopérée ou un lance-grenade de 40 mm. Comme son confrère le T-72E, le T-64E n'eut aucun succès, malgré leur prix relativement attractif, alors d'1 million de dollars. Par la suite, l'industrie ukrainienne fit relativement tête basse jusqu'en 2014. L'idée germa alors d'une certaine unification entre tous les T-64 de l'armée, peu importe leur modèle. Cela passerait, par exemple, par le remplacement de tous les moteurs 5TD par le 6TD, ou encore par l'installation du blindage réactif NOJ sur tous les chars, afin de remplacer le Contact 1, obsolète et sûrement périmé depuis le temps. Cette unification prit forme fin 2014 sous la forme de deux véhicules, le T-64B1M et le T-64BM1M, et grossièrement, ces deux véhicules sont des Bulat au rabais, avec, par exemple, un système de conduite de tir moins efficace. Le premier sera d'ailleurs conçu pour être exporté au Congo-Kinshasa à hauteur d'au moins 25 exemplaires pour une commande de 50 chars. Mais conflit oblige, certains de ces B1M se retrouveront en service ukrainien. Leur production ne s'éleva pas à un grand nombre d'unités, et ils seront notamment aperçus au sein du régiment Azov. Suivant la guerre dans le Donbass et les pertes élevées de chars ukrainiens, ces derniers n'eurent d'autre choix que d'intensifier le travail de modernisation des T-64. Malgré les moyens assez peu conséquents et en temps compté, le travail se porta notamment sur l'électronique du char, principalement par l'installation de systèmes à imagerie thermique de seconde génération pour le tireur. La radio fut considérablement améliorée, et surtout, le char reçut un système de navigation satellite, ce qui est quelque chose que les chars russes n'ont pas, il faut le noter. Le T-64 modèle 2017 marque aussi le remplacement du Contact 1 par du NOJ. Le T-64 de 2017 rappelle au final beaucoup la modernisation qu'a été le T-72B3 de 2011, une modernisation à bas coût permettant de combler quelques lacunes en électronique. Loin de moi l'idée de vanter le T-72B3, mais le T-64 souffre du fait qu'il est un T-64 tout simplement. La plateforme est dépassée, la motorisation est toujours aussi douteuse, etc., etc.
Les Ukrainiens sont bien au courant de ces problèmes et cherchent désormais, à travers le programme CRAB, à remotoriser les T-64 avec le 6TD. Le problème le plus frappant est que le châssis du T-64 n'est pas adapté à ce moteur, et qu'il a fallu, tout du moins sur un démonstrateur, rehausser la tourelle pour y adapter le châssis, augmentant de ce fait encore les coûts d'un programme n'étant au final pas très ambitieux, là encore en raison du manque d'argent. Durant les années 80, Kharkov avait déjà tenté d'installer le 6TD dans les T-64A et T-64B, mais le passage à la production du T-80 leur coupa l'herbe sous le pied. Les modernisations sont maintenant très régulières. L'année dernière faisait son apparition le T-64 BVK modèle 2021, un T-64 BV de commandement mis au goût du jour. Nouvelle radio, nouveau générateur, nouvelle protection des réservoirs, et j'en passe. On peut noter que la plupart des améliorations sont souvent les mêmes, et font preuve de l'envie de l'Ukraine à unifier sa flotte à un standard relativement moderne, en dépit de l'âge de la plateforme. À l'heure où je vous parle, les prochaines modernisations devraient amener le T-64 au standard 2022, recevant entre autres du blindage cage, de nouvelles radios et une nouvelle mitrailleuse de 12-7, l'Aska K2. Cette branche, si je puis dire, n'est pas la seule concernée, puisque le BM Bulat connaît une seconde jeunesse sous la forme de l'ancien T-64 BM2, dont la dizaine de prototypes conçus il y a plusieurs décennies ont été réactivés et rapidement modernisés l'année dernière, en cas de conflit ouvert avec la Russie. Ma conclusion ne différera pas grandement de l'épisode 1. L'industrie ukrainienne est rongée par la corruption et par le manque de moyens. L'envie ukrainienne est noble, mais le T-64 est un char intrinsèquement dépassé. L'Ukraine, qui projette d'utiliser le T-64 jusqu'en 2045, peut se faire poser plusieurs questions. Comment feront-ils pour adapter la plateforme aux standards modernes, alors que la suspension risque de céder à tout moment? Le T-64 pourra-t-il, pour diverses raisons, revenir dans la course avec le T-72, qui a de nos jours aisément pris le dessus? Ça, l'histoire nous le dira, si l'histoire souhaite que le T-64 existe toujours d'ici là.